Quel est le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Ce mois-ci, je reçois Élise au micro de Conquérante. Élise est tombée amoureuse de son sport dans les films et depuis 10 ans qu'elle le pratique, elle vit son propre rêve américain. Elle aime la rigueur, l'idée de repousser ses limites et de se donner toute l'année à 200% pour 2 minutes 30 de show d'une intensité folle. Et en ça, le cheerleading lui va comme un gant. Élise te fait découvrir ou redécouvrir un sport pluridisciplinaire qui demande une condition physique incroyable, mais qui est encore victime des clichés qui lui collent à la peau depuis des années. Tu verras, la façon dont elle en parle donne envie de foncer la rejoindre sur le praticable. Je m'appelle Élise, j'ai 29 ans et je suis cheerleader une bonne partie du temps. C'est pas mon métier, mais c'est tout comme, c'est presque un deuxième métier. C'est surtout une passion que je pratique depuis bientôt 10 ans. Ok. Voilà. Donc t'as commencé à 19 ans le cheer. C'est ça, ouais, exactement. À 20 ans, donc ça va être la 10e année. Et j'ai commencé il y a donc presque 10 ans dans une équipe lyonnaise. Et après, je suis venue à Paris pour le travail et la fin des études. Et j'ai poursuivi à Paris. Et depuis, c'est une grande aventure. L'aventure d'une vie, un peu. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton sport ? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent pas exactement en quoi ça consiste, le cheerleading. Et je pense que ça fait partie des stéréotypes que tu rencontres tous les jours. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Donc le cheerleading, c'est un sport américain, comme son nom l'indique. Il y a une consonance qui ne sort pas de nulle part. C'est un sport qui est né aux États-Unis, dans les universités américaines, qui a été inventé et créé à la base pour mener une foule à encourager une autre équipe sportive. Donc c'est ce qu'on voit et c'est ce qui nourrit le cliché dans pas mal de films où on voit des cheerleaders sur les bords de terrain de football américain ou de basket et qui animent le public, animent la foule pour encourager l'équipe qui est en train de jouer. Donc ça, c'est la naissance du sport. À la base, c'était un sport uniquement masculin. Il a été inventé par des garçons et il était réalisé par des garçons. Ah ok, je savais pas du tout ça. Ouais, et c'est quelque chose qu'on sait pas beaucoup. Après, donc il y a des filles petit à petit qui ont intégré les équipes. Après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une bonne partie des hommes qui sont partis à la guerre. Donc, les filles ont bien repris la discipline. Aujourd'hui, on a une image de ce sport comme un sport très féminin. Or, donc, par ses origines et par les besoins de la discipline, en fait, c'est un sport mixte. Et c'est même un des rares sports, je pense, où on mélange des garçons et des filles dans une même équipe pour des compétitions, etc. Et donc voilà, et donc c'est un sport qui est multidisciplinaire puisqu'il réunit à la fois les portées, les pyramides, la gymnastique au sol qu'on appelle le tumbling, les sauts et la danse. Or, dans le cliché commun, on parle souvent plus de la danse que de tout le reste, alors que finalement la danse c'est une partie vraiment infime de la discipline. Et donc c'est un sport qui réunit plein de sports à la fois. Et ce que on sait pas, c'est que même s'il est né dans les universités pour soutenir une équipe et pour encourager le public à lui-même encourager, d'où le nom cheer. En fait, aujourd'hui, c'est un sport qui existe aussi en compétition et qui est presque autant développé en compétition que dans le système universitaire classique. Et c'est un sport qui a franchi les frontières, puisque maintenant, il se pratique plus non seulement aux États-Unis, mais il se pratique sur tous les continents et dans beaucoup de pays. Et du coup, en France, d'abord, comment ça se comptabilise les points ? Comment tu gagnes une compétition en cheerleading ? Qu'est-ce qui... Donc en fait, dans une compétition en cheerleading, on arrive en équipe sur un praticable et il y a des juges, un peu comme à la gymnastique ou au patinage artistique, qui regardent la performance. Donc la performance, elle dure 2 minutes 30, plus ou moins selon les exigences de la compétition. Et du coup, dans ces 2 minutes 30, il faut qu'on inclue toutes les parties de la discipline, donc les portées, les pyramides,
les sauts, la gymnastique et la danse. La compétition, elle se divise à la fois en niveaux qui vont de 1 à 7 et en catégories. Donc, il y a des catégories mixtes avec majorité de garçons qu'on appelle large co-ed. Il y a une catégorie mixte avec moins de garçons qui s'appelle small co-ed où on n'a que 4 garçons dans l'équipe et des catégories all girl où là, c'est que des filles. Et donc, du coup, ça fait à la fois beaucoup de niveaux et beaucoup de catégories différentes. Donc, finalement, toutes les routines qui peuvent être présentées, elles sont très différentes, puisque dans chaque niveau, on a un minimum d'exigences requis et des éléments qu'on peut pas faire, enfin des éléments maximum. Il y a des éléments obligatoires à faire pour représenter son niveau, et il y a des éléments à pas dépasser pour rester dans la légalité du niveau. Donc les juges, ce qu'ils regardent, c'est la difficulté des éléments qui sont présentés. Ils regardent la créativité de la routine et également la synchronisation, le fait que tout le monde soit bien ensemble. Ils regardent si les éléments sont bien exécutés ou pas. Donc tout ça, ça rapporte des points. Et après, il y a des choses qui enlèvent des points. Donc les chutes, quand ça bobole, comme on dit, donc quand ça bouge un peu ou que c'est pas parfaitement exécuté, ils peuvent aussi trouver que ce qui est présenté est pas très original ou pas très joli. Donc voilà, donc ça peut faire perdre des points. Et il y a aussi un élément sur on va dire le respect de l'esprit de la discipline, donc pas de vulgarité, autant au niveau de l'attitude et des chorégraphies que même dans les musiques qui sont incluses. D'accord. Et oui, donc toute la routine se fait sur une musique généralement qui est faite sur mesure spécifiquement pour cette équipe-là. Oui, parce que tu as des moments différents à exécuter, donc il faut que la musique corresponde. Exactement, la musique, elle correspond. Enfin, en gros, c'est plein de musiques remixées à un BPM assez rapide, puisque le rythme il est assez rapide. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des voice-overs, donc des... Comment est-ce qu'on peut dire ça en français ? Je sais pas, en gros des espèces de phrases qui correspondent vraiment à l'équipe et à l'esprit de cette équipe-là, donc des phrases qui sont un peu emblématiques du club ou de l'histoire de l'équipe. Et il y a des éléments sonores, des effets sonores, des petits bzzz, brrr, quand elle tourne ou qu'elle monte ou à un moment donné où il y a un peu un coup d'éclat dans la routine. Donc la musique est vraiment calée sur tous les éléments de la routine et elle est aussi importante pour... dans l'overlook général que les juges y regardent. Ok, et c'est quoi ta position, toi, dans l'équipe ? Alors, dans le cheerleading, il y a 2 manières de pratiquer. On est soit au sol, soit dans les airs. Celles qui sont dans les airs, on les appelle les flyers ou les voltigeuses en français, mais on n'utilise pas trop le mot en français. Et en bas, il y a les bases. Donc, ce sont ceux et celles qui portent dans les portées, qui portent les filles dans les airs. Et après, il y a en troisième rôle, une troisième position qu'on peut avoir, qui est le rôle de tumbler, donc qui sont ceux qui font les éléments de gymnastique sur le praticable. Mais après, on peut être tumbler et base en même temps, tumbler et flyer en même temps. Et donc moi, je suis base, je suis en bas et je porte les filles dans les airs. Voilà. Et moi aussi, j'étais base, parce que j'ai fait du cheerleading aussi un petit peu, et j'étais base aussi. Voilà, je pense que selon les gabarits, c'est assez facile généralement de reconnaître qui est base et qui est flyer, parce que ça ne demande pas la même condition physique. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'il y a un peu une place pour tout le monde, parce que peu importe le gabarit ou les éléments qu'on peut avoir, que ce soit la souplesse ou ce genre de choses, il y a de la place pour tout le monde en bas et en haut. Il faut des gens forts pour porter les filles dans les airs, et il faut des filles plus légères et plus souples, mais tout aussi musclées pour pouvoir les envoyer dans les airs. Exactement. Et du coup, comment t'en es arrivé là, à ce sport ? Qu'est-ce qui t'a fait envie ? Parce que c'est quand même pas un sport non plus répandu en France. Enfin, il n'y a pas énormément de clubs, même si j'imagine qu'il y en a de plus en plus. Il n'y a pas beaucoup de clubs. Il y a 10 ans, il y en avait encore moins. La discipline, elle a quand même pas mal grandi ces dernières années en France et même en Europe. Et en fait, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai fait des sports complètement différents qui n'ont rien à voir avec le cheerleading avant, puisque je faisais du basket, du ski, et j'ai fait de la danse aussi, mais pas du tout le même type de danse. Et donc, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai toujours préféré les sports d'équipe. Et en fait, j'ai aussi toujours baigné un peu dans la culture américaine. J'ai passé pas mal de temps là-bas parce que j'avais de la famille là-bas, donc j'y allais en vacances. Je regardais pas mal de séries et de shows et de teen movies, etc. sur les États-Unis, et du coup, c'est comme ça que j'ai connu l'existence du cheer, mais j'en avais une idée pleine de clichés aussi, comme tout le monde, mais ça me faisait quand même envie. Et en fait, un jour, il y a une fille que je connaissais qui était vraiment plus jeune que moi, qui a commencé à en faire en France.
Et je lui ai dit, waouh, mais c'est génial, j'adore, j'aurais tellement aimé faire ça quand j'étais plus jeune. Et elle m'a dit, ben, t'es pas vieille, tu peux toujours recommencer. Et elle m'a dit, à Lyon, là où j'habitais à cette époque-là, il y a une super équipe, tu devrais vraiment essayer de les rejoindre, au moins pour essayer. Et je sais pas, cette année-là, j'étais un peu dans un mood où je me suis dit, ben, la vie est trop courte, vas-y, je vais essayer de faire ce truc qui m'a toujours fait un peu envie, un peu fait rêver. Je vais essayer d'aller vivre un peu mon rêve américain à moi et on va voir ce que ça donne. Et du coup, bah, j'étais aux États-Unis à ce moment-là et quand je suis rentrée en France, j'ai rejoint donc ce club pour un entraînement d'essai. Qui s'appelle comment ? Il s'appelle les Jaguars. Okay. Il existe encore pour les Lyonnaises, si vous voulez aller faire un tour. Et c'était un entraînement d'essai très physique. Le coach m'a un peu torturée. Ah ouais. Mais mais il m'a bien montré finalement l'envergure du sport et la condition physique que ça demandait. Moi, j'étais pas au meilleur de ma shape à ce moment-là parce que ça faisait presque 5 ans que j'avais arrêté le sport parce que j'avais fait des études et que je préférais faire la fête. et voilà. Et en fait, ben, assez vite, j'ai compris que justement, c'était pas juste mettre une petite tenue sympa et secouer des pompons. D'ailleurs, on n'avait pas de pompons. Donc voilà, bah, j'étais pas déçue de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il m'a vraiment montré la réalité de la discipline et les heures d'entraînement que ça demandait et l'implication sportive. Et donc voilà, donc j'ai vraiment découvert ça dans ce club-là. Où je suis restée pour 2 saisons. Et après, bah, avec les stages, etc., quand on est en études supérieures, c'est un peu compliqué. Mais du coup, quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, bah, en fait, c'était quand même un des trucs que je kiffais vraiment à Lyon. Donc, je vais essayer de retrouver ça à Paris, même si j'arrive à la fin de mes études, que j'ai un mémoire à écrire, que j'ai un stage à faire, ou qu'il va falloir que je trouve du travail. Je me suis dit, ben, ça faisait partie de mon équilibre de vie à Lyon et j'avais vraiment aimé me remettre au sport grâce à cette discipline. Et du coup, très peu de temps après que je sois arrivée, il y a 2 coachs américains qui sont arrivés, qui étaient déjà en France. Il y a 2 coachs américains qui vivaient en France et qui voulaient monter un club de cheer, qui ont donc récupéré un club qui faisait à la fois du cheer et du pompon. Ils ont splitté le club en 2, ils ont gardé la partie cheer et ils ont fondé du coup le club où je suis aujourd'hui toujours, qui s'appelle Paris Cheer. Très facile pour les Parisiennes. Enfin, d'ailleurs, pas que pour les Parisiennes, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des gens qui viennent de toute la France pour venir s'entraîner avec nous. Ouais. Donc, ils ont fondé ce club et du coup, je faisais partie des premiers membres de ce club. Et depuis, bah, j'ai pas arrêté le cheer, j'ai pas lâché le club et je fais partie aussi du bureau, enfin, de l'administration du club. Et voilà. Ok, et comment tu combines ça avec du coup ton métier qui est... Ben, c'est pas facile. C'est pas mal de sacrifices parce que, ben, déjà, nous, aujourd'hui, on a 2 équipes qui s'entraînent à haut niveau puisqu'on a 2 équipes qui vont au championnat du monde. Wow. Et du coup, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. On n'a pas encore la chance d'avoir un gymnase à disposition autant qu'on veut, autant d'heures qu'on veut. Donc, toutes les heures d'entraînement sont concentrées sur le week-end. Donc, du coup, tous mes week-ends, pratiquement, sont dédiés au cheer du mois de septembre jusqu'à la fin des compétitions qui se terminent aux alentours du mois de mai-juin. Et donc, on a peut-être 3 week-ends off dans l'année où on peut partir. Mais sinon, on est tout le temps au gymnase samedi, dimanche. Donc, la chance que j'ai, c'est que moi, je fais un travail qui me permet de travailler du lundi au vendredi et d'avoir mes week-ends de libre. Donc, les week-ends, je fais ça. Après, c'est vrai que ça demande quand même aussi de l'entraînement personnel la semaine. Donc, je vais à la salle de sport avant ou après le travail. Aïe, aïe. Et donc, ouais, c'est un gros rythme. C'est assez intense. Mais je pense que quand on aime ce qu'on fait et qu'on a envie de faire les choses, on trouve toujours le temps de le faire. Mais c'est presque, avec l'administration du bureau et tout, et les sollicitations qu'on a de l'extérieur, c'est presque un deuxième job. Et du coup, c'est quoi les idées reçues du coup sur ta discipline ? Tu les as un petit peu évoquées, mais Qu'est-ce qu'on te dit voilà, quand tu dis je fais du cheerleading ? Qu'est-ce que les gens te disent direct ? Ils me disent t'es pom-pom girl. Évidemment. En fait, c'est marrant parce que pom-pom girl, c'est pas du tout un mot qui est utilisé aux États-Unis. Aux États-Unis, que tu aies des pompons ou pas, que tu fasses que de la danse ou pas, que tu fasses des portées ou pas, t'es cheerleaders. Et après, le mot pom-pom girl, c'est vraiment une traduction française. Et du coup, forcément, quand on dit pom-pom girl, on imagine des filles qui dansent avec des pompons. Or, c'est pas du tout ce qu'on fait. Ça peut nous arriver quand on fait du sideline
and cheer, donc quand on fait du cheer au bord des terrains, d'avoir des pompons parce que l'exigence de l'animation du club, de la foule, etc. le requiert, mais en compétition, on a soit des pompons sur un moment très court du tout début de la routine, soit on n'en a pas du tout, selon les catégories dans lesquelles on est inscrit en compétition. Donc c'est vraiment pas du tout le cœur de la discipline. Et puis généralement, on pense à des filles en petite tenue, hyper sexy, super maquillées, etc., qui font des mouvements un peu sassy et tout. C'est pas vraiment ça, et en tout cas, c'est pas juste ça. Déjà parce que, comme je l'ai dit, la vulgarité est assez condamnée dans la discipline. Et en plus de ça, du coup, juste, on fait pas que de la danse, on fait plein d'autres choses, et ça demande une condition physique, je dirais, différente. Je sais pas si elle est plus exigeante ou pas que les danseurs, parce que moi, je suis pas danseuse, mais ça demande une toute autre condition physique que celle que l'on ne croit. Donc, du coup, généralement, en plus, la danse, généralement, il y a plein de gens qui considèrent que c'est pas un sport. Et du coup, nous, quand on nous dit vous êtes des danseurs, on dit non, déjà parce que le cheer, c'est un sport, ça a été reconnu comme un sport. Et voilà, et ça n'a rien à voir avec de la danse. Donc ça, c'est un des premiers clichés. Le deuxième cliché, c'est qu'on pense qu'on est que des filles. Et du coup, généralement, quand les gens voient nos vidéos qui viennent dans le club, ils disent ah ok, mais il y a des garçons. Et il y a beaucoup de garçons. Il y a des équipes, il y a une équipe de notre club où il y a plus de garçons et il y a juste les filles qui sont dans les airs. Ouais. Par le coup, moi, du coup, quand j'ai fait du cheerleading, on avait énormément de mal à recruter les garçons au début, à la création du club. En fait, t'as du mal à les recruter parce qu'ils ont eux aussi l'image de c'est un sport de filles ou c'est un sport pour les gays. Donc, en fait, au final, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un sport mixte pour tout le monde. Et il n'y a pas de recrutement ni sur le sexe, ni sur les préférences sexuelles. C'est vraiment ouvert à tous. Donc ça fait partie des clichés aussi. Et après, on dit aussi que c'est un sport dangereux. Mais moi je réponds toujours que c'est comme tous les sports. Je connais pas un sport où en fait on n'a aucun risque de se faire mal, sauf si on considère les échecs comme un sport, mais en tout cas moi j'ai fait plein de sports avant et je me suis déjà blessée dans tous les sports que j'ai fait, que ce soit au ski, au basket tous les week-ends quand je revenais des matchs j'avais des entorses aux doigts, aux chevilles, etc. Au cheer je me suis jamais fait de beaucoup plus de blessures. On se fait des blessures qui peuvent être parfois un peu plus graves, un peu plus impressionnantes, mais finalement c'est comme toutes les disciplines, si elle est pratiquée dans les bonnes conditions de sécurité, avec les bonnes techniques, et surtout si la progression est bien faite et qu'on commence par les plus bas niveaux et les choses les plus basiques qu'on maîtrise bien avant de vouloir faire des trucs de fou, ça se passe bien et il y a pas de problème. Nous on n'a jamais eu de blessure archi grave comme on peut parfois. Mais c'est peut-être aussi le côté impressionnant du tir où les flyers sont balancés à plusieurs mètres de hauteur. Ça, je pense que ça impressionne les gens aussi quand tu vois les vidéos sur Internet. Et je pense que les gens sont impressionnés par les portées, ils sont impressionnés par les chutes, alors que finalement les chutes, nous, on apprend à les maîtriser. La première chose qu'on dit à des bases quand elles arrivent, c'est qu'on leur dit la flyer, elle va mettre sa vie entre tes mains, donc elle va te faire confiance. Pression. Voilà, pas de pression, très chill. Non, mais voilà, on lui dit, la flyer, elle te fait confiance, elle met sa vie entre tes mains, donc tout ce que tu dois faire, tu dois le faire pour la rattraper. Il est hors de question qu'elle touche le sol. Parce que la flyer se fera toujours plus mal si elle touche le sol depuis la hauteur d'une personne et demie, que toi, en la rattrapant, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on dit aux bases. Et aux flyers, on leur dit, si tu tombes, il faut que tu apprennes à tomber et à bien tomber pour pouvoir être rattrapé. Si tu tombes en boule ou complètement dégainé ou quoi, on va pas réussir à te rattraper, on va pas savoir où est ton corps et tu as un risque de toucher le sol. En revanche, si tu tombes hyper droite, super gainée, sans aller chercher le sol avec tes mains ou en regardant en bas, il y aura pas de problème, on arrivera à te rattraper même si tu fais une erreur technique en haut. Donc en fait, quand on apprend ça aux gens, il y a moins de risques, il faut juste prendre le temps d'apprendre aux bases à rattraper et d'apprendre aux flyers à tomber. Mais ça inclut aussi une grande confiance que tu dois instaurer dans l'équipe en fait. Oui, carrément. Carrément. De toute manière, je pense que comme tout sport d'équipe, pour avoir de la progression, pour avoir du succès dans ce qu'on fait, il faut qu'il y ait une vraie solidarité, une vraie confiance en ses coéquipiers. Et c'est particulièrement vrai, effectivement, quand on met sa vie entre les mains de ses coéquipiers. Mais en fait, la confiance, elle est vraiment réciproque parce que la flyer, elle doit avoir confiance en ses bases en disant « vous allez me rattraper ». Que je fasse de la merde ou pas, vous allez me rattraper. Et la base, elle va dire ok, moi je vais te lancer, mais fais pas de la merde dans les airs pour que je puisse te rattraper. Donc c'est une confiance qui est réciproque et qui s'instaure déjà quand on sait que les bonnes techniques sont enseignées et quand on connaît mieux les gens au fil de l'année, quoi. Ok, et donc vous avez des sortes de team building ou des choses comme ça ou... On a pas mal de... comment on peut dire ?
traditions et de choses effectivement qu'on instaure pour travailler la confiance. Déjà, on commence toujours par faire les éléments les plus basiques pour mettre tout le monde en confiance. Même si on fait aujourd'hui du niveau 5-6 dans notre club, les échauffements, ça commence toujours par des choses super basiques pour, 1, s'échauffer, et 2, pour mettre tout le monde en confiance, tout le monde est bien concentré, etc. Et puis après, au fil de l'année, effectivement, on a des rituels d'équipe pour arriver à souder tout le monde. Et c'est des choses très basiques de motivational speech au début des entraînements, de cris de guerre avant de lancer l'entraînement et à la fin de l'entraînement. Et au fil de l'année, on a des temps un peu forts. On fait des soirées d'équipe, on fait Thanksgiving tous ensemble. On a à l'approche des compétitions de plus en plus de moments un peu clés où on célèbre aussi le fait d'avoir notre routine, le fait d'avoir notre musique, notre chair mix. Et pendant toute l'année, on a aussi un système de lettres où en gros chaque équipe a des lettres qui sont connues à la base que par les coachs ou par les anciens qui ont déjà reçu les lettres, et au fur et à mesure de la progression de l'équipe, quand on a fait quelque chose de bien, on reçoit des lettres qu'on peut aussi se faire enlever si on a fait des choses pas bien. Et à la fin de l'année, du coup, on a les lettres de notre équipe qui veulent dire quelque chose, mais qui est uniquement su par les gens qui ont fait partie de cette équipe et qui ont mérité ces lettres. Donc c'est un peu un code secret propre à l'équipe. Et du coup, à la fin, on a vraiment le sentiment de faire partie d'un truc hyper spécial et d'avoir rejoint une famille ou un peu une organisation secrète dont seuls nous avons les codes. Et donc voilà, et à la fin, une fois qu'on a eu toutes les lettres, jusqu'à présent, ça s'est toujours passé quand on était aux mondiaux, mais peut-être que ça peut se passer après si jamais on n'a pas reçu toutes les lettres. On a une petite cérémonie avec les coachs et tous les anciens et les nouveaux qui ont reçu les lettres, même parfois des gens qui font plus partie de l'équipe, mais qui ont reçu les lettres auparavant. Et on explique la symbolique des lettres et ce que ça représente de faire partie de cette équipe. Et on valorise le fait que à travers ce qu'on a vécu, on va rester soudés pour le restant de nos jours, qu'on a vécu une aventure ensemble et que on est à jamais liés par ces lettres et par l'aventure qu'on a vécue. Donc il y a vraiment un truc hyper important de team spirit dans ce sport. Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Tu disais, du coup, tu faisais des compétitions de haut niveau, donc tu vas aux mondiaux et tout. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as fait une compétition de cheer et qu'est-ce que tu t'es dit en rentrant sur le terrain, quoi? C'était la panique. Non, la première compétition de cheer que j'ai fait, à l'époque quand j'étais avec les Jaguars, c'était juste irréel. J'avais l'impression de ne pas savoir où j'étais. Mais c'est les moments où tu vis les choses les plus fortes avec ton équipe, en fait. Pendant toute l'année, tu sues, tu te prends des coups. Il y a des ups et des downs dans l'équipe parce que, genre, des fois, t'arrives pas, t'es frustré et finalement t'y arrives encore et tu passes par plein de moments différents. Et quand t'arrives juste avant de rentrer sur le praticable, c'est le moment où je sais pas comment dire, où t'as des émotions qui sont complètement contradictoires, t'es complètement paniqué et en même temps t'es hyper excité à l'idée de enfin présenter au monde, aux juges et même à tes coachs tout le travail de l'année. Et la première fois que j'ai fait les mondiaux, de toute façon, c'est simple, j'avais l'impression que j'avais trop dans les pommes, que j'allais vomir à tout moment. Et en fait, à partir de l'instant où, ça y est, t'es prête, t'es en place sur le praticable juste avant que la musique elle démarre, tu dis ok, c'est bon, ça y est, c'est parti. J'ai travaillé toute l'année pour 2 minutes 30, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est ça, c'est 2 minutes 30, c'est ultra court. Ouais. Est-ce que une fois que t'es dedans, t'as plus le temps de réfléchir, j'imagine? C'est super frustrant parce que tu vois même pas le temps passer, en fait. Enfin, toi, t'as donné des heures et des heures d'entraînement pour tout acquérir et effectivement, 2 minutes 30, c'est super court. Et en fait, t'arrives au milieu de la routine et tu te dis, waouh, on en est déjà là. Oh là là, il faut vraiment que je kiffe jusqu'à la fin parce qu'après, c'est terminé, quoi. Encore, nous, ça va parce qu'on fait plusieurs compétitions dans l'année, mais il y a des années, les premières années où on faisait qu'une seule compétition, c'était un peu frustrant parce qu'on se disait, on n'a qu'une chance, quoi. C'est one shot et après, c'est terminé. Alors que là, maintenant, on fait un peu plus de compétitions, donc on sait aussi que c'est pas la dernière, mais quand la dernière elle arrive, ça commence par beaucoup de stress et ça termine par beaucoup de larmes parce qu'on est soulagé entre guillemets d'avoir fini. Si on a réussi la routine, forcément c'est encore plus excitant, mais c'est aussi des larmes parce qu'on se dit c'est terminé et à la dernière compétition on se dit tout ce qu'on a travaillé là pour toute l'année, c'est la dernière fois qu'on fait ça avec ces gens-là sur ce praticable et après c'est fini et la saison prochaine c'est une nouvelle aventure, tout le monde sera pas forcément là, on aura une routine différente, des éléments différents. Donc chaque saison, c'est un peu une nouvelle histoire qui s'écrit à chaque fois. Et qu'est-ce qui a fait que c'était vraiment ton sport coup de cœur ou voilà, tu t'es dit c'est ça que je veux faire et ça fait 10 ans que tu le fais et qu'est-ce qui te plaît le plus en fait là-dedans?
Je pense que ce qui m'a plu au départ, avant tout, c'est le côté esprit d'équipe. Mais j'avais déjà fait des sports d'équipe, mais là, c'était différent parce que finalement, ça peut pas marcher s'il manque quelqu'un. Donc, tu as une espèce de responsabilité vis-à-vis des autres, d'être rigoureux, d'être présent à l'entraînement et d'être présent en forme. Pas d'arriver en ayant la flemme, en n'ayant pas dormi, en n'ayant pas mangé. Donc, il y a vraiment la responsabilité des autres, la responsabilité de chacun vis-à-vis des autres et le sentiment, du coup, de faire partie de quelque chose de plus grand que toi. Et ça, c'est assez unique, je pense. Et en plus de ça, mon amour pour la discipline, il s'est encore plus développé quand j'ai commencé le nouveau club avec Paris Cheer. Parce que Brittany et Sueb, qui sont donc nos head coach et qui sont les responsables du club, ils ont vraiment amené en France et amené au sein de notre club tout l'esprit américain, de la culture américaine, de la performance sportive, du dépassement de soi, du sens du sacrifice, de la rigueur, de l'engagement. Donc pour moi, c'est vraiment la pratique du sport comme je l'ai toujours vu et comme ça m'a toujours donné envie, quoi. Et donc ils sont très exigeants avec nous, ils nous en demandent beaucoup, mais c'est ça qui nous mène là où on est aujourd'hui et au succès la plupart du temps. Après, on a aussi des échecs, mais voilà. Mais donc c'est ça aussi, c'est le côté vraiment dépassement de soi. Enfin, moi, j'ai fait des choses dont je pensais jamais être capable parce que dans leur méthode de coaching, ils valorisent vraiment chaque personne au sein de l'entité de l'équipe et que chacun, ils invitent vraiment chacun à faire plus que ce que chacun pensait. Donc, ils nous mettent une confiance en nous donnant des rôles très spécifiques qui fait que je pense qu'on fait des choses dont on se serait jamais senti capable, quoi. Et c'est quoi la première chose que tu as réussi à faire et tu pensais vraiment jamais y arriver En vrai, chaque nouvel élément, vu que en plus dans les portées, enfin moi ma spécialité c'est plutôt les portées, c'est pas la gymnastique, mais sur les portées, finalement à chaque fois que tu retravailles avec des nouvelles personnes, ça peut ne pas bien se passer, ça peut ne pas fonctionner. Donc le sentiment de réussite une fois que tu as réussi à acquérir un nouvel élément avec un nouveau groupe, c'est ouf. Et après, en plus de ça, moi la première fois que j'ai soulevé une fille toute seule dans les airs par moi-même. Parce qu'il y a des portées à plusieurs et des portées solo. Exactement, il y a des portées. En général, dans les portées, on peut être donc soit 2, qui s'appelle du partner stand, donc une base et une flyer. 3, ça s'appelle du two bases. Ou alors après, ça s'appelle du group stand quand on est plus nombreux en dessous. Et généralement, le partner stand, c'est plutôt un truc de garçon. Et la première fois que j'ai réussi à faire du partner stand, donc à envoyer une fille dans les airs, à la rattraper et à la tenir dans les airs toute seule, je me suis dit, waouh, si on m'avait dit qu'un jour je ferais ça, genre jamais je m'en serais sentie capable. Et c'est juste que on m'a poussé à le faire et on m'a dit, ben si, c'est bon, t'as la force pour le faire, tu vas y arriver. Si tu utilises les bonnes techniques, tu vas y arriver. Et c'est trop rigolo parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai une vidéo de ça où derrière on entend un des coachs qui dit, oh bah regarde ce qui se passe quand j'écoute mon coach. Et c'est vrai, il a raison, c'est exactement ça. Genre, je les ai écoutés, je leur ai fait confiance parce qu'ils me faisaient confiance et ça a marché. C'est trop bien. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, en ce moment, il y a la série Cheer sur Netflix. Qu'est-ce que tu penses de cette série ? Est-ce que ça colle à ce que tu vis tous les jours ou pas du tout ? Sur pas mal d'aspects, ça colle. Je dirais que sur toute la culture de l'équipe, la culture du club, l'engagement que chacun prend pour son équipe, les rituels qu'ils ont, ça colle vachement. D'une part parce que je pense que c'est assez présent dans la culture cheer américaine et en plus de ça parce que nous, on a des coachs internationaux qui sont très très liés à notre club, qui viennent nous entraîner tous les étés, qui sont passés par Navarro, qui est donc le club de cheer dans lequel voilà. Donc ils sont national champions comme Navarro, enfin comme l'équipe qu'on voit dans le show. Et du coup eux ils nous ont amené tout cet aspect-là. Les lettres ça vient de chez eux, les cérémonies et les traditions de club ça vient vraiment d'eux en partie quoi. Et donc ça, c'est assez représentatif. Je pense que la difficulté physique du sport et les risques de chute, etc., il est très réel. Je pense que quand on regarde le show, on se dit, OK, c'est pas juste de la danse avec des pompons. Et ça valorise ça. Et ça valorise aussi le cheer en compétition qu'on connaît pas assez. Donc pour moi, ça, c'est très représentatif de ça. Après, c'est vrai que
parfois la coach elle les pousse au bout. Ils sont genre au bout physiquement et elle leur en demande encore. Nous aussi on fait ça, c'est-à-dire que parfois malgré les blessures on continue, etc. Après je pense que s'il y avait quelqu'un qui se cassait le dos en deux comme un des gars dans le show, je pense qu'on saurait chez nous peut-être dire stop plus facilement. Ouais. Après eux ils s'entraînent énormément. Nous on s'entraîne moins parce que la récupération sportive c'est aussi important c'est aussi important que les entraînements. Mais ce qu'il faut se dire c'est que eux dans le show ils ont vraiment pas beaucoup de temps pour préparer ce qu'ils ont à préparer, donc on va dire que ils sont volontaires aussi, ils veulent le faire. On dirait que c'est de la torture mais ils veulent quand même le faire, donc il faut se dire ça. Mais non, je trouve ça ouf que notre sport qui est trop méconnu, surtout sur sa partie compétitive, puisse avoir autant de visibilité grâce à Netflix. Et je trouve qu'ils ont pas... comment dire, ils ont pas fake le truc, quoi. C'est vraiment des images assez brutes, quoi, avec des histoires aussi qui font un peu pleurer dans les chaumières. Ça, c'est les Américains, de toute façon, ils aiment bien mettre ça en valeur. Ils vont pas raconter l'histoire de la vie la personne à qui rien n'est arrivé. Ils vont forcément prendre celui qui a eu des parcours du combattant. Donc ça, sur cette partie-là, bon voilà, c'est pour raconter des histoires. Netflix, c'est ça aussi, ça raconte des histoires, donc voilà. Mais sur ce qu'on voit du sport, je pense que c'est assez vrai, poussé à l'extrême, parce que eux, c'est juste les meilleurs du monde. Ouais. Forcément, voilà. C'est ça. Si on va dans un petit club de, je sais pas, de boxe random, on se dit oui, ok, bon, c'est de la boxe. Si on va voir les athlètes de plus haut niveau qui gagnent les plus grosses compétitions et qui gagnent les Olympiques, oui, leur entraînement, il est plus dur et parfois, ils poussent plus fort que les amateurs, et c'est ça qui fait la différence entre les gagnants et les perdants. Est-ce que, en parlant de perdants, est-ce que tu as eu un échec, toi, personnel ou avec ton équipe qui en fait s'est transformé en réussite et dont tu as tiré quelque chose de positif? C'est assez dur à dire parce qu'en plus de ça, dans ma personnalité, je suis pas du genre à rester sur les échecs et j'arrive toujours à trouver un peu le côté positif. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on travaille toute l'année et qu'on a une chute en compétition, c'est horrible parce qu'on a déjà, enfin vis-à-vis de nous-mêmes, on se dit en fait, t'as travaillé toute l'année, t'as pas réussi à le faire, donc t'as échoué. Et en plus, on a une responsabilité vis-à-vis de l'équipe, parce que du coup, c'est toute l'équipe qui perd des points. C'est pas une récompense individuelle à la fin. Donc, tu fais perdre des points à ton équipe parce que t'as raté. Donc, ça peut être assez dur. Et c'est là où, en fait, l'esprit d'équipe, il est d'autant plus important, parce que c'est ça qui va faire que on va rester sur un échec ou qu'on va transformer ça en réussite. Et donc, du coup, par exemple, aux mondiaux, la compétition, elle se passe sur 2 jours. Donc, on a une première chance le premier jour et une deuxième chance le deuxième jour. C'est le premier jour, tu rates un truc, t'as le deuxième jour pour te rattraper et en même temps, t'as beaucoup de pression. Ouais. Et je pense que jusqu'à présent, on a toujours réussi, nous, à transformer l'essai. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des premiers jours qui n'étaient pas très bons, mais on a toujours eu des deuxièmes jours meilleurs. Mais ça pourrait être un risque. Ça pourrait être un risque si jamais on n'arrive pas à se remettre dedans tous ensemble et qu'on reste sur l'échec du jour d'avant, quoi. Donc il y a eu ça. Après, il y a certaines équipes qui sont des vrais concurrents pour nous et quand on les bat pas ou quand on les bat, quand ils nous battent à vraiment très très peu de points, on peut être super frustré. Mais c'est le jeu et il y a des juges et voilà, quoi. Et après, il faut jamais oublier que malgré tout le temps qu'on passe là-bas, entre guillemets, c'est juste du cheer, qu'on sauve pas des vies. Donc voilà. Mais après, je pense que tout ce qu'on a traversé, vraiment, il y a eu des hauts et des bas parce que dans une saison, tu peux avoir des blessés, tu peux avoir des gens qui quittent l'équipe pour plein de raisons différentes au milieu de la saison. Il faut les remplacer, il faut retravailler la routine, il faut mettre des gens à leur place qui n'avaient jamais fait ça avant. Et ça fait partie des choses qui peuvent soit te ruiner une saison, soit te rendre plus fort et te rendre encore plus combatif. Et avec encore plus l'envie de gagner et l'envie de prouver que c'est possible. Et chez nous, je pense qu'on a une culture qui est assez forte pour vraiment transformer ça et se dire on va pas s'arrêter là, quoi. C'est pas grave, ça va pas nous arrêter. Trop bien. Et est-ce que tu pourrais me raconter une rencontre que t'as faite en particulier qui t'a marqué dans ce sport? De toute façon, je pense que la rencontre de mes coachs actuels, Brittany et Sueb, elle a clairement transformé ma vie d'athlète et ma vie tout court, parce que en fait, ils m'ont... Comment dire? Comment je peux exprimer ça bien? En fait, ils sont arrivés dans ma vie. Moi, j'avais l'intention plutôt de rejoindre un autre club qui existait déjà. Et eux, ils m'ont dit,
reste avec nous une saison, donne-nous un peu notre chance, quoi, une saison. Si ça te plaît pas à la fin de la saison, tu partiras, quoi. Et moi, j'avais dit, ouais, ok, bon, je vous connais pas, mais vas-y, on va essayer. En plus, je me remettais d'une blessure, donc je m'étais dit, bon, en vrai, si ça commence doucement, c'est pas plus mal. Et en fait, je suis jamais repartie, tout simplement parce que c'est des gens qui ont cru en moi, je pense, plus que n'importe qui d'autre dans ma vie, qui m'ont fait prendre conscience que moi aussi, je pouvais croire en moi, et qui m'ont donné un rôle et qui m'ont fait me sentir utile, autant dans la vie d'une équipe, donc d'un point de vue sportif, que dans la vie du club. Donc ils m'ont fait grandir, ils m'ont fait me dépasser, ils m'ont fait trouver un rôle dans une entité et dans une société, entre guillemets, dans une micro-société. Et ils m'ont fait prendre conscience d'à quel point le sport c'était important pour moi, pour mon équilibre. Et aujourd'hui, j'ai fait une transition de carrière l'année dernière pour passer de l'univers fabuleux des cosmétiques à l'univers fabuleux, encore plus fabuleux du sport. Et je pense que toutes les opportunités qu'ils m'ont données avec le cheer, autant en tant qu'athlète qu'en tant que membre du bureau administratif, etc., toutes les opportunités qu'ils m'ont données, ça m'a aidé à faire cette transition dans ma carrière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un job que j'adore, en partie grâce à eux, en fait. Mais je les remercierai jamais assez pour à quel point ils ont changé ma vie, de toute façon. Et est-ce que, pour finir, est-ce que tu pourrais me parler, là tu viens de me parler de tes coachs, est-ce qu'ils t'ont donné un pep talk dont tu te souviendras toute ta vie? Est-ce que, ou d'eux ou de quelqu'un d'autre, mais... y a aussi 2 autres personnes qui ont hyper compté pour moi et pour la vie de notre club, qui s'appellent Dustin et Shannon, donc ils sont américains, comme leur nom l'indique. Ils sont forts, les Américains, pour les pep talks. Ils sont très très forts, ils sont bien plus forts que nous, mais c'est pour ça que nous on a la chance de les avoir, parce qu'ils nous font... ils sont tellement motivants que peu importe ce qu'ils disent, on pourrait boire à leurs paroles pendant des heures. Mais donc Dustin et Shannon, ils ont été à Navarro notamment, ils ont été à Moorhead aussi, qui est un autre très très gros club universitaire. Dustin, lui, il a fait partie de la Team USA, donc il a été champion du monde avec la Team USA, donc vraiment c'est des gens très importants. Et on a eu la chance de les rencontrer aux mondiaux à travers différents contacts. Après, ils se sont beaucoup rapprochés de notre famille. Ils sont venus plusieurs étés en France. Et du coup, ils ont été là dans des compétitions hyper importantes avec nous. Et en fait, eux, ils ont pareil, un sens de l'implication et du travail de chacun qui est assez incroyable. Mais toujours d'une manière super positive. C'est-à-dire qu'en fait, sans presque t'en rendre compte, ils vont te dire les choses que tu as besoin d'entendre pour te dépasser. Et juste le fait que cette personne-là, qui est si importante dans le monde du cheer et qui est si importante dans l'univers de notre club, te regarde droit dans les yeux et te dise « tu en es capable », genre rien que ça colle des frissons, quoi. Mais après, il y a une phrase aussi qui est pas mal utilisée chez nous, parce que vu qu'on va aux mondiaux, on se confronte quand même aux plus grosses équipes internationales, notamment les Américains et les Canadiens, qui eux, littéralement, s'entraînent des heures toutes les semaines et ont plusieurs jours d'entraînement, et ils ont une condition pour pratiquer qui est plus favorable que la nôtre en France. Et du coup, ils commencent très très jeunes, et du coup, quand ils arrivent à notre niveau, ils sont très très forts, voilà, basiquement. Donc, ils ont énormément de gens très talentueux, et du coup, pour arriver à les rattraper, ça demande beaucoup de travail. Et du coup, il y a une phrase qui dit hard work beats talent when talent doesn't work hard. Donc, le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas assez dur. Donc finalement, ça suffit pas d'être talentueux si tu travailles pas aussi dur que tout le monde. Et si tu n'as pas un talent inné, si tu travailles, tu finiras par être talentueux. Et ça, je pense que ça représente assez bien l'esprit de notre club, de te dire, tu viens comme tu es, avec tes capacités, ton talent ou pas, et tu vas travailler dur, et soit on va te révéler, soit tu vas te dépasser. Et tu vas faire encore mieux que ce que tu fais déjà. Tout le monde a sa chance, en fait. Exactement. Et souvent, nous, dans le cheer français, on nous qualifie un peu d'équipe, de club un peu élitiste, parce que les gens ont beaucoup de visibilité sur nos 2 équipes qui vont aux mondiaux. Mais on a des équipes de tous les niveaux, pratiquement. Et finalement, nous, quand quelqu'un frappe à la porte du club, il va passer des sélections. S'il est bon ou qu'il a beaucoup de potentiel, il va intégrer les équipes de plus haut niveau. En revanche, s'il n'en est pas encore là, il a
2 autres équipes qui peut rejoindre et qui vont le former à pouvoir rejoindre ces autres équipes après. Et ça, c'est important de le dire parce que tout le monde ne peut pas arriver. Il y a des gens qui ont des habilités et qui arrivent déjà super fort, donc tant mieux pour eux et tant mieux pour notre club parce qu'on les prend et il y a besoin de moins de temps pour en faire des très bons athlètes. En revanche, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. Il faut être patient, il faut travailler dur et un jour, on rejoint ces équipes-là. Putain, ça donne envie, hein, quand même. Tant mieux. Ah, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de me remettre au tir. Tant mieux, venez nombreux. Bah écoute, merci beaucoup Élise, ça fait super plaisir d'avoir du tir dans Conquérante. Oui. Et je mettrai tous les liens sur lesquels te suivre et suivre ton équipe dans les notes du podcast. Avec plaisir. Et puis merci encore d'être venu parler au micro de Conquérante. Merci de me donner l'opportunité de faire rayonner notre discipline et notre club. Et voilà, allez follow Paris Cheer. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix@mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.